Yo tout le monde, c'est Hiro et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait suite à ma précédente vidéo. Ce qui est un peu logique que ça fasse suite vu qu'elle vient après. Puisque dans ma dernière vidéo j'avais abordé le sujet comme quoi les mangas n'étaient pas forcément que des choses pour les gamins, qu'il y avait beaucoup d'histoires derrière, beaucoup de valeurs transmises et tout ça. Et j'avais beaucoup insisté sur Hunter x Hunter, enfin en fait vous savez pas que j'avais beaucoup insisté parce que ma caméra s'est coupée à ce moment là, bref c'était un bordel pas possible. J'avais beaucoup insisté en tout cas sur Hunter x Hunter et je me suis dit que j'allais faire une vidéo maintenant consacrée à ce manga et montrer pourquoi est-ce que selon moi Hunter x Hunter est vraiment l'un des meilleurs mangas du monde. Et j'ai pas peur de le dire. Alors Hunter x Hunter c'est un manga créé par Yoshiro Togashi, publié dans le Weekly Shonen Jump par la Shueisha à partir de 1998. L'œuvre a connu deux adaptations animées, une qui va de 99 à 2001 et qui regroupe donc 92 épisodes. Et ils ont fait un remake dernièrement, qui va de 2011 à 2014, qui est pour le moment en pause, de 143 épisodes. Et on va pas se le cacher, l'animé de 2011 est bien meilleur. Franchement, il y en a marre des gens qui font ah oui, c'était mieux avant, gna. Non, très objectivement, l'animé de 99, certes, n'était pas mauvais, mais il y avait beaucoup trop de hors-série. Souvent, il y avait des erreurs de traduction. Je parle pour les adaptations françaises parce que oui, il y a des gens qui regardent que des animés en français. Qu'est-ce que tu veux? Et tout simplement, en fait, les images sont beaucoup plus belles. Donc, ça sert vraiment à rien de regarder l'anime de 99. Moi, j'ai même pas fini en entier. Il faudrait mieux regarder l'anime de 2011 ou à la limite lire le manga. Mais le manga fait un peu mal aux yeux parfois. Donc voilà, j'ai fait un peu comme tous les youtubeurs manga. Peut-être je vais faire plus de vues, je sais pas, on sait rien. Alors grosso modo, si on veut vite fait résumer l'histoire de Hunter x Hunter, c'est quoi? Alors on a Gon, un garçon de 12 ans, qui cherche donc à retrouver son père et pour cela, il va vouloir devenir Hunter. Ouais, c'est ça, c'est sans plus. En fait, quand tu lis le synopsis, tu dis ah ouais, c'est pas du tout ouf comme manga, non? Et ça fait partie de l'un des premiers aspects qui pour moi rend Hunter x Hunter supérieur aux autres mangas. C'est vraiment ce qui se passe. C'est comme ça que Gon est présenté, un garçon de 12 ans qui veut devenir Hunter et qui veut retrouver son père. Et c'est au fur et à mesure qu'on va avancer dans les épisodes, dans les chapitres, dans les arcs, comment savoir que c'est peut-être pas si simple que ça en fait. On monte crescendo en intensité et c'est ça qui intensifie la hype et le choc du spectateur et qui accentue le poids des découvertes que tu peux faire au fur et à mesure que justement tu montes en chapitres, en épisodes et tout ça. Alors j'ai pas prévenu au début de la vidéo mais je vais être obligé de légèrement spoil parce que si je veux pouvoir mettre en avant le fait qu'Hunter x Hunter est l'un des meilleurs mangas au monde, je suis obligé un petit peu de parler du scénario et donc de spoiler un chouïa sur ce qui va se passer. Quand tu regardes le premier arc de l'examen Hunter, comme j'ai dit au début, t'as vraiment rien de spécial. On t'explique comment ça va se passer, tu vois les différentes épreuves, tu découvres ce que c'est un Hunter. D'ailleurs, ce sera intéressant d'expliquer un Hunter c'est quoi exactement. Un Hunter en fait c'est quelqu'un qui sera très avantagé socialement vu de son statut, donc il aura des avantages socio-économiques, donc il aura par exemple une meilleure facilité à s'instruire, donc d'intégrer de grandes écoles, etc. Un niveau social et économique et de pouvoir en fait vivre bien jusqu'à la fin de tes jours. Voilà, donc on imagine que l'examen pour pouvoir devenir un Hunter devrait pas être si facile que ça. Et c'est ça qu'on découvre tout au long du premier arc. Et puis au fur et à mesure que tu avances dans cet arc, tu te rends compte que certes, il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres candidats, comme par exemple Hisoka et Hirumi qui étaient clairement supérieurs aux autres candidats de l'examen. Mais en fait, tu vois zéro pouvoir. C'est vrai que, ok, ils ont peut-être certaines capacités qu'en vrai, certains humains n'auront pas. Mais au final, t'as aucun pouvoir. T'as pas quelqu'un qui lance une grosse boule de feu ou qui peut se démultiplier. T'as rien de tout ça. Donc au début, Hunter x Hunter se veut comme un manga qui est assez proche de la réalité, puisqu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de fait surnaturel. Enfin, il y en a quelques-uns, mais il y en a beaucoup moins que dans des mangas comme Naruto, One Piece ou encore Dragon Ball. Du coup, quand tu finis le premier arc, t'es encore un petit peu sur ta faim parce qu'il y a plein de choses qu'on t'a pas expliqué. Le secret de la puissance de Hisoka ou celle d'Hirumi, et le secret même qui entourait le fait que lorsque Hirumi se mettait des épingles, il change de visage, etc. Tout ça, c'est plein de mystères qui n'ont pas été élucidés, donc tu restes vraiment sur ta faim. Et en plus, t'as le deuxième arc qui te ramène encore plus de personnes qui sortent de l'ordinaire, comme le reste de la famille Zoldyck, les gardiens de la famille Zoldyck, les majordomes de la famille Zoldyck. Et du coup, ça commence à faire beaucoup de personnes qui sortent du lot, qui sont beaucoup plus forts que nos héros. Et tu comprends toujours pas le secret de leur force. Et c'est là que vient le troisième arc, l'arc de la tour céleste. Et dans cet arc est introduit l'un des thèmes les plus importants de Hunter x Hunter, le nen. Et c'est donc une super transition pour parler du deuxième thème. Ikimasu yo. Et dans l'arc de la Tour Céleste, on apprend justement que le monde de Hunter x Hunter a également son énergie spirituelle, tout comme Dragon Ball a le Ki, Naruto a le chakra,
et One Piece a le Haki. Et il nous est d'ailleurs expliqué directement par le professeur de Gon et de Killua que le secret de la force de Hirumi, qui est le grand frère de Killua, et de Hisoka était justement le Nen. Par contre, contrairement au chakra ou au ki dans Dragon Ball, le Nen est vraiment très particulier et très complexe à comprendre. Déjà, le Nen possède 4 principes. Déjà, le Ten qui permet de faire sortir son aura de son corps et de la libérer et de la rendre visible pour ceux qui ont déjà maîtrisé le Nen. Le Ren qui permet d'amplifier l'aura émise par le Ten. Et le Zetsu qui permet d'annuler toute présence de l'aura et donc de cacher sa présence. Et le Hatsu qui est l'utilisation du Nen le plus courant, celle qui permet d'attaquer et de créer une panel de techniques spéciaux. Déjà, avant d'avancer, il faut savoir que beaucoup de ces principes-là sont applicables dans la vraie vie. Notamment le principe du Zetsu qui est souvent utilisé par des chasseurs ou toute personne qui cherche à pouvoir cacher sa présence. Et au-delà des 4 principes se trouvent les 5 grandes catégories de Nen. Le renforcement qui permet, comme son nom l'indique, de renforcer soit un objet, soit son propre corps. Il est plusieurs fois stipulé dans le manga ou dans l'anime que ce style s'adaptait beaucoup plus au combat au corps à corps et au combat direct. C'est d'ailleurs pour ça que Kurapika, qui voulait se venger des membres de la brigade fantôme, voulait à tout prix être du renforcement. L'émission qui permet d'envoyer son aura comme une balle de revolver par exemple, ou de pouvoir se téléporter ou passer dans un autre espace-temps. Ce type de Nen a énormément de possibilités. On peut le voir par exemple avec Leolio ou Knuckle qui ont beau être de l'émission mais qui ont, je trouve en tout cas, un profil et un type de pouvoir totalement différent l'un de l'autre. On a la manipulation, en fait cela consiste à insuffler son aura dans certains objets qui existent déjà. On le voit avec Shoot qui arrive à faire par exemple voler ses mains, etc. Ou avec Nobunaga qui manie son épée, même si on n'a pas encore eu d'exemple. En tout cas moi, là où je suis dans le manga, j'en ai pas encore eu. La matérialisation qui permet de matérialiser quelque chose. Donc ça peut partir d'un objet totalement réel, comme une chaîne par exemple, le cas de Kurapika, où tu y appliques certaines propriétés. Akaito qui fait carrément apparaître un espèce de bonhomme, on sait pas trop si c'est un clown ou quoi, et qui lui donne une arme au hasard en fonction du chiffre qu'il aura pioché. Et enfin, l'un des types de Nen les plus mystérieux en ce moment, la spécialisation. Contrairement aux 4 autres types de Nen, la spécialisation n'a pas réellement de pouvoir. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être comme Kurapika qui peut utiliser 100% de tous les types de Nen, renforcement, émission, matérialisation. Ou ça peut être comme Kuroro qui a le pouvoir de copier les techniques. Ou comme la fille qui pouvait prédire l'avenir des autres. Et pour moi, le fait qu'il existe ces différentes catégories de Nen et qu'il y ait toutes ces restrictions, toutes ces catégories de Nen permet de pouvoir restreindre et de ne pas aller dans le n'importe quoi. Je vais m'expliquer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque individu naît avec une prédisposition pour une catégorie de Nen. Par exemple, Gon est né avec une prédisposition très forte pour le Nen du renforcement. Ça signifie que ses principales attaques vont se baser sur ce type de Nen là. Ça veut pas dire qu'il peut pas utiliser les autres catégories de Nen, ça veut dire que ses attaques seront beaucoup plus puissantes lorsqu'il les utilisera avec le type renforcement. Et il a un certain pourcentage pour l'utilisation de toutes les autres catégories de Nen, sauf pour la spécialisation. Et du coup, ça restreint pas mal l'utilisateur de Nen. Parce que pour pouvoir maîtriser le renforcement, et toutes ces restrictions vont forcer l'utilisateur de Nen à développer le type de Nen pour lequel il est prédisposé, quitte à pouvoir associer avec différents autres types de Nen, différentes autres catégories de Nen, mais tout en se basant principalement sur son type de Nen de prédisposition. On peut prendre par exemple le cas de Gon, j'essaie de prendre le cas de Gon puisque c'est le personnage principal pour éviter plus de spoiler. On peut prendre par exemple le cas de Gon qui lui est de type renforcement comme j'ai dit tout à l'heure et son pouvoir se base sur le jeu du pierre, feuille, papier, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux est basé sur un type de Nen différent. La pierre, qui est son élément principal, est basée sur son type de Nen principal qui est le renforcement. La feuille est basée sur l'émission et le ciseau est basé sur la transformation. Il est donc clair que l'attaque pierre de Gon sera beaucoup plus puissante que son attaque feuille ou son attaque ciseau. Et il est vraiment important de le respecter et de se baser principalement sur son type de Nen auquel on est prédisposé. Et en fait, je vais éviter de spoiler, mais on a vu dans le manga et l'anime du coup que lorsqu'on essayait de mélanger un peu le tout, on séduisait très rapidement et on était très facilement vulnérable et très facilement prévisible. C'est ce que Hisoka nous apprend à la tour céleste. Et toutes ces conditions d'Inen donnent un fil très cohérent à l'histoire et très cohérent au pouvoir des personnages. Un personnage peut avoir une idée, peut avoir l'idée d'un pouvoir, mais il pourra pas forcément la mettre en place, ou il va la mettre en place mais d'une certaine façon, et tout ça rend le truc vraiment très intéressant. Et même s'il existe un moyen d'avoir un pouvoir totalement démentiel, c'est un petit peu comme dans Full Metal Alchemist, il faudra en payer le prix fort. C'est ce qu'on appelle le Seiyaku qui peut être traduit par serment. Donc voilà, en fait le Nen c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond que ça, et je vous conseillerais justement la vidéo de Aminataro qui a fait une vidéo vraiment super dessus où il explique tout de long en large. Et du coup on va venir au troisième point qui pour moi est l'un des points certes les moins longs à présenter, mais l'un des points les plus importants.
Hunter x Hunter, on a une psychologie de personnage vraiment de malade. Togashi est un génie. En fait, t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de gentil, il n'y a pas vraiment de méchant. Prenons le cas de Gon par exemple. C'est le personnage principal et au début, il nous est présenté comme quelqu'un de gentil. Mais au fur et à mesure que l'histoire va avancer, on se rend compte que Gon n'est pas gentil, mais juste immature. Et c'est vraiment très important de faire la différence. Gon est immature parce qu'il ne connaît pas le monde, il n'est jamais vraiment sorti de son île qui est l'île de la baleine. Et la plupart de ses amis n'étaient même pas des êtres humains, mais des animaux. Et du coup, quand tu exposes quelqu'un d'aussi immature et innocent à une société corrompue, bah forcément ça fait des étincelles. Et au fur et à mesure que les arcs avancent, on a l'impression que Gon vire petit à petit vers le côté sombre. Et quand on voit Killua, qui a exactement le même âge que Gon, qui est je pense même un peu plus grand, connaît les choses et qui est beaucoup moins immature que Gon. Et on se rend compte que la psychologie de Killua ne change pas beaucoup. Enfin si elle change dans une certaine mesure, genre je peux pas parler sans trop spoiler, mais ce que je veux dire c'est que le comportement en tant que personne bien ou personne mal ne change pas vraiment pour Killua. C'est toujours la même personne, il a beau être un assassin de naissance, il n'aime pas tuer, il respecte la vie humaine et il n'est pas égoïste. Et ça c'est un autre côté des Gon qu'on découvre au fur et à mesure que l'histoire avance, c'est son égoïsme. Que ce soit lorsqu'il ne s'est pas tenu au plan contre Genfu ou contre Pito, Gon est quelqu'un de vraiment très égoïste. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, on nous montre cela. Mais le point pour moi où je dis que Togashi est vraiment un génie dans l'élaboration de ses personnages, c'est clairement au dernier arc, à l'arc Chimera Ant. Enfin, c'est pas le dernier arc, mais j'ai dit dernier arc par rapport à ceux qui suivent l'anime. Voilà. L'arc de Chimera Ant est vraiment un arc de fou et je peux vraiment pas vous le spoiler parce que vraiment, si je vous spoil ça, je vous ai spoilé une grosse partie de Hunter x Hunter. Mais en gros, on suit l'évolution de Gon et d'un autre personnage qui n'est pas humain à la base et qui au contact des humains, je parle du personnage qui n'est pas humain, qui au contact des humains va devenir de plus en plus humain et Gon au contact de la race de ce personnage qui n'était pas humain va devenir de plus en plus inhumain. Et c'est vraiment une psychologie qui est très intéressante à suivre parce qu'on se rend compte que toutes les épreuves qu'on vit dans une vie peuvent nous changer, peuvent complètement changer notre vision des choses et peuvent complètement changer notre façon de voir les choses. Bon ouais, en fait je viens de dire la même chose mais t'as capté. Bref voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire sur ce manga. Si jamais vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Je compte faire le même type de vidéo pour SNK mais j'attends d'un petit peu avancer dans les chapitres. Cette vidéo m'a pris pas mal de temps à préparer, donc si jamais elle t'a plu, je t'invite vraiment à mettre un like, à t'abonner et à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et même à la montrer à tes amis, hein, ça fait pas de mal. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hop, j'ai fini.